Il existait une femme derrière le sourire. Une femme que la foule n'a jamais vue, que les projecteurs n'ont jamais vraiment touchée. Pendant 40 ans, Annie Cordy montait sur scène les bras grands ouverts, le rire tonitruant, et personne dans la salle ne se doutait que derrière ce rideau de lumière aveuglant vivait une autre femme. Une femme qui signait des papiers sans les comprendre, qui remettait ses cachets à des mains qu'elle croyait sûres, qui rentrait chez elle le soir sans savoir combien valait réellement sa propre gloire. Cette double existence, elle ne la choisissait pas, elle la subissait. Et elle la confiait, nuit après nuit, à un journal intime que personne ne devait jamais trouver. Ce carnet aurait refait surface après sa disparition en septembre 2020. Et ce qu'il contient a glacé le sang de ceux qui l'ont lu. Qui l'avait caché? Pourquoi si longtemps? Et surtout, qui tremblait à l'idée que ces pages soient un jour rendues publiques? Elle s'appelait Léonie Koerman, née le 16 juin 1928 à Laken, un quartier populaire de Bruxelles, dans une famille ouvrière où chaque franc était compté 2 fois avant d'être dépensé. Son père travaillait de ses mains, sa mère cousait jusqu'à en perdre la vue. Et la petite Léonie, elle, chantait, dans la cuisine, dans la rue, dans les cafés enfumés, où elle montait sur des scènes de fortune dès l'âge de 15 ans, pour quelques pièces glissées dans sa paume après le spectacle. Elle connaissait la valeur du travail. Ce qu'elle ne connaissait pas, ce qu'on ne lui avait jamais appris parce que la méfiance ne s'enseigne pas dans les familles où règne la confiance aveugle, c'était la valeur de la vigilance face aux faux amis. À Paris, dans les années 50, tout bascule. La petite chanteuse belge devient Annie Cordy, ce nom qui claque comme un coup de cymbale, ce sourire éclatant qui s'affiche sur toutes les affiches des théâtres des grands boulevards. Les producteurs se l'arrachent, la presse la célèbre en première page. Et dans ce tourbillon de gloire naissante, dans ce Paris des paillettes et des coulisses grasses, une silhouette s'approche. Un homme qui parle vite, qui connaît tout le monde, qui a des réponses à chaque question avant même qu'elle les pose. Un homme qui dit, avec ce sourire particulier des gens qui savent exactement ce qu'ils font, « Laisse-moi gérer, Annie. Toi tu chantes, moi je m'occupe du reste. » Ces mots si doux, si rassurants, et si terriblement dévastateurs. Combien d'artistes ont perdu leur liberté en échange de cette promesse? Combien de femmes de talent, dans un milieu où les contrats ressemblent à des pièges tendus par des mains expertes, ont remis les clés de leur destin à quelqu'un qu'elles croyaient indispensable? Annie Cordy était généreuse jusqu'à l'imprudence. Elle faisait confiance parce que la méfiance lui semblait une laideur incompatible avec l'éclat qu'elle portait sur scène. Et cette générosité-là, cette naïveté magnifique et douloureuse, certains l'ont transformée en mine d'or, exploitée pendant des décennies. Selon les pages qui auraient refait surface, Annie écrivait elle-même, avec une lucidité qui fait mal à lire, qu'elle n'avait jamais su ce que contenaient les contrats qu'on lui faisait signer. Elle note qu'on lui remettait des papiers à parapher entre 2 concerts, entre 2 changements de costume, alors qu'elle était encore essoufflée d'avoir couru sur scène. Elle écrit qu'elle demandait parfois « C'est quoi ça ?» et que la réponse venait toujours avec un sourire et une phrase qui n'expliquait rien. « Ne t'inquiète pas, c'est pour ton bien. » Pendant 40 ans, elle a cru que son bien était entre de bonnes mains. Pendant 40 ans, elle s'est trompée. Mais la vérité a une façon cruelle de survivre à ceux qui l'ont enterrée. Et cette vérité-là avait un visage familier, une poignée de mains chaleureuses, une signature au bas de documents qui ont mystérieusement disparu aussitôt après la mort d'Annie. Alors, qui était vraiment cet homme de l'ombre qui se présentait comme son unique rempart contre le monde impitoyable du spectacle? Il portait des costumes bien coupés et savait commander le vin. Il connaissait les directeurs de salle par leur prénom, les journalistes par leur faiblesse et les clauses contractuelles par cœur. Toutes les clauses, sauf celles qui protégeaient Annie. Dans le milieu du spectacle parisien des années 50 et 60, ce type d'hommes existait en grand nombre. Des entremetteurs élégants qui vivaient dans l'orbite des étoiles et se nourrissaient de leur lumière sans jamais en produire eux-mêmes. Mais celui-là était différent.
Celui-là avait compris qu'Annie Cordy n'était pas simplement une artiste populaire. Elle était une machine à billets d'une générosité absolue, incapable de dire non, incapable de vérifier, incapable de soupçonner. Et il avait décidé de faire sa fortune personnelle. Les premières années, Annie ne remarque rien. Pourquoi le ferait-elle? Les salles sont pleines, les applaudissements sont vrais, les fleurs s'entassent dans sa loge après chaque représentation. Elle gagne bien sa vie, du moins c'est ce qu'on lui dit. Quand elle demande à voir les comptes, on lui répond avec une patience condescendante que tout est en ordre, que les impôts sont payés, que les investissements fructifient. Elle hoche la tête et repart vers les répétitions. Elle fait ce qu'elle sait faire. Elle chante, elle joue, elle donne tout ce qu'elle a à chaque public qui lui fait face. Et pendant ce temps, derrière elle, des chiffres disparaissent dans des poches qu'elle ne connaît même pas. Son journal part de ces moments avec une précision troublante. Elle note, un soir de tournée, quelque part dans le nord de la France, qu'elle a voulu acheter un manteau d'hiver et qu'on lui a dit « Attends, le moment n'est pas favorable ». Elle, qui remplissait des théâtres de plusieurs centaines de places chaque semaine, ne pouvait pas acheter un manteau sans demander la permission. Elle écrit « J'ai souri et j'ai fait semblant de comprendre. Mais au fond de moi, quelque chose sonnait faux. Quelque chose sonnait creux, comme une caisse en bois qu'on frappe et qui devrait rendre un son plein. Elle avait senti depuis longtemps. Mais sentir n'est pas savoir. Et savoir sans preuve, dans ce milieu où les contrats sont des labyrinthes et les avocats des complices, ne sert à rien. Alors Annie continuait. Elle continuait à chanter, à faire rire, à distribuer sa joie comme si elle était inépuisable. Parce que c'était la seule chose qu'on ne pouvait pas lui voler. Sa joie sur scène, elle, était réelle. Et peut-être que c'est pour cela que le public n'a jamais rien deviné. On ne voit pas la blessure quand le sourire est aussi grand. Mais les blessures s'accumulent, même invisibles. Et un jour vient où le journal intime devient la seule chambre dans laquelle on peut crier sans que personne n'étende. Pendant ce temps, dans les cercles professionnels de Paris et de Bruxelles, une rumeur circule à voix basse. Une rumeur que personne ne couche sur le papier, que personne ne prononce à voix haute devant les journalistes. On dit que certaines personnes autour d'Annie touchent des commissions sur des contrats qu'elle n'a jamais vus. On dit que des cachets disparaissent entre le moment où ils sont versés et le moment où ils arrivent sur le compte de l'artiste. On dit des choses, on murmure des choses, et tout le monde se tait, parce que tout le monde a peur. Peur de quoi? Peur de qui? C'est cela que l'histoire d'Annie Cordy cesse d'être simplement triste pour devenir quelque chose de beaucoup plus sombre. Car selon des sources proches de son entourage de l'époque, certains de ceux qui gravitaient autour d'elle n'étaient pas seulement avides, ils étaient organisés. Et une organisation, cela laisse des traces. Des traces que quelqu'un, quelque part, a tenté de faire disparaître après la mort d'Annie. Quelqu'un qui connaissait l'existence du journal, quelqu'un qui savait exactement ce qu'il contenait. Alors, qui a eu accès à la maison d'Annie dans les jours qui ont suivi son départ? Et qu'est-ce qui a été emporté avant que quiconque puisse vérifier? Il y avait, dans les archives de cette époque, un document que très peu de gens ont vu. Un document qui circulait dans des enveloppes fermées, de bureau en bureau, dans les couloirs de certaines maisons de production parisiennes. Ce document portait un nom en haute page, le nom d'Annie Cordy. Mais elle ne l'avait jamais lu. Elle ne savait même pas qu'il existait. Et ce document, selon les personnes qui affirment l'avoir tenu entre les mains, contenait des clauses d'une audace presque indécente. Des pourcentages prélevés sur chaque spectacle, des droits cédés pour des durées qui dépassaient l'entendement, des arrangements financiers construits comme un château de cartes dont Annie était à la fois la reine et la prisonnière. On ne lui avait pas demandé de le signer. On le lui avait fait signer. Ce n'est pas la même chose. Et cette différence-là, elle allait peser lourd pendant 40 ans. Mais avant d'entrer dans les détails de ce document, avant de nommer les clauses, les chiffres, les noms qui apparaissent en bas de page,
Il faut comprendre comment Annie Cordy en est arrivée là. Comment une femme aussi intelligente, aussi vive, aussi débordante d'énergie a pu se laisser enfermer dans un système dont elle ne voyait pas les murs. Et pour comprendre cela, il faut remonter à une nuit particulière, quelque part au début des années 60, dans une loge qui sentait la crème de démaquillage et la cigarette froide. Une nuit où tout a basculé, sans qu'Annie s'en rende compte sur le moment. Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là? Et qui était présent dans cette loge quand les lumières se sont éteintes? C'était une nuit de novembre, dans les coulisses d'un grand théâtre du boulevard du Temple. Annie venait de terminer sa deuxième représentation de la journée. Elle était épuisée, cette fatigue particulière qui n'est pas seulement physique, qui descend plus profond, dans les os, dans le souffle. Elle s'était assise devant son miroir encadré d'ampoules jaunes, le visage encore maquillé, les mains posées à plat sur la table, comme si elle cherchait un appui. Et c'est dans cet état de vulnérabilité absolue, cette fenêtre de quelques minutes où la star disparaît et où la femme réapparaît, fatiguée et vraie, que la porte s'était ouverte. L'homme qui était entré ce soir-là n'était pas un inconnu. Elle le connaissait depuis plusieurs années déjà. Il avait ses entrées partout, cette façon de se déplacer dans les coulisses comme s'il en était le propriétaire légitime. Il avait posé sur la table devant elle une liasse de feuillets agrafés. Il avait dit « C'est pour renouveler l'accord. Rien ne change, Annie. C'est exactement comme avant, juste une mise à jour administrative. » Elle avait regardé les pages sans les lire. Elle avait pris le stylo qui lui tendait et elle avait signé. Dans son journal, elle revient sur ce moment des dizaines d'années plus tard, avec une amertume qu'elle n'exprime pas en colère, mais en honte. Elle écrit « J'avais honte de ne pas savoir lire ces documents. Honte de paraître ignorante. Alors je signais pour ne pas montrer que je ne comprenais pas. Et ma honte m'a coûté plus cher que toutes les erreurs que j'aurais pu faire si j'avais posé des questions. » Cette phrase dit tout sur le mécanisme du piège. On n'exploite pas les gens malgré leur intelligence. On les exploite à travers leur orgueil, à travers leur peur du ridicule, à travers ce besoin profondément humain de ne pas paraître faible devant ceux qu'on croit être des alliés. Et Annie Cordy, cette femme qui faisait trembler les salles de ses éclats de voix, était aussi une femme qui redoutait de passer pour une idiote devant son propre entourage. Cette contradiction-là, on l'a utilisée contre elle avec une précision chirurgicale. Mais l'histoire ne s'arrête pas à cette loge et à ce stylo. Car il existait, autour d'Annie, tout un réseau de silence organisé. Des gens qui savaient. Des techniciens qui avaient vu des chiffres passer. Des assistantes qui avaient entendu des conversations téléphoniques coupées net dès qu'elle entrait dans la pièce. Des comptables qui avaient reçu des instructions dont la logique ne tenait que si l'on acceptait une prémisse inavouable. Tous ces gens avaient gardé le silence. Certains par peur, certains par intérêt, certains parce qu'ils avaient été achetés avec une fraction de ce qu'on volait à Annie, et certains, les plus cyniques, parce qu'ils avaient compris que dans ce milieu, la loyauté envers une star ne vaut rien face à la loyauté envers ceux qui tiennent les cordons de la bourse. Ce réseau de complicité silencieuse, c'est là que commence le vrai scandale. Pas un homme seul qui abuse d'une femme naïve, non. Tout un système, tout un écosystème construit autour de l'exploitation d'une artiste que le public adorait et que ses propres collaborateurs considéraient comme une ressource à exploiter jusqu'à l'épuisement. Et ce système avait des ramifications que l'on commence à peine à mesurer aujourd'hui, à la lumière de ce journal retrouvé. Car le journal ne nomme pas seulement des personnes, il décrit des mécanismes. Annie Cordy, avec la précision d'une femme qui a passé sa vie à observer les autres sur scène, détaille dans ses pages comment les sommes étaient présentées, comment les relevés étaient falsifiés dans leur présentation, comment on lui montrait des colonnes de chiffres sans jamais lui permettre de les comparer à quoi que ce soit de concret. Elle écrit « On me montrait des tableaux avec des colonnes et des totaux en bas de page, mais personne ne m'expliquait d'où venaient les chiffres du haut. Et quand je demandais, on changeait de sujet avec tant d'habileté que je finissais par me demander si c'était moi qui étais stupide ou eux qui étaient brillants. Ils étaient brillants.
C'est la réponse. Brillant dans l'art de maintenir une femme dans une ignorance confortable, dans cet état particulier où l'on sait confusément que quelque chose ne va pas, mais où l'on n'a ni les outils, ni le courage de nommer ce quelque chose. Parce que nommer, c'est affronter. Et affronter, pour Annie, c'était risquer de perdre les seules personnes sur lesquelles elle croyait pouvoir compter dans ce métier impitoyable. Il faut imaginer ce que représentait la solitude dans le monde du spectacle de cette époque. Les grandes tournées, les hôtels interchangeables, les villes qui défilent derrière les vitres des trains de nuit, les applaudissements du soir et le silence de la chambre à minuit. Annie Cordy avait besoin de son entourage professionnel comme on a besoin d'une famille. Peut-être plus encore, parce que la famille de sang, on la voyait trop peu. Et ceux qui le savaient en ont fait une arme. Ils ont construit autour d'elle une dépendance affective aussi solide que les clauses contractuelles. Tu as besoin de nous, Annie. Sans nous, tu ne sais pas gérer. Sans nous, le monde du spectacle t'avalerait toute crue. Ce message, répété des centaines de fois sur des dizaines d'années, finit par devenir une vérité intérieure. Annie Cordy, la femme invincible sur scène, était convaincue dans sa vie privée d'être incapable de se débrouiller seule. Et cette conviction, on la lui avait soigneusement fabriquée. Dans les cercles de la presse spécialisée de l'époque, certains journalistes avaient flairé quelque chose. Des enquêtes avaient été amorcées, des questions posées à des producteurs qui répondaient avec des sourires trop larges et des explications trop fluides. Et puis, rien. Les articles ne paraissaient pas, les enquêtes s'arrêtaient. Selon des témoignages recueillis des années plus tard, des pressions auraient été exercées sur des rédactions pour étouffer certaines pistes. On ne peut pas l'affirmer avec certitude, mais le fait est là. Pendant des décennies, personne dans la grande presse n'a jamais vraiment creusé la question de la gestion financière d'Annie Cordy. Comme si un voile avait été jeté sur ce sujet précis. Comme si certaines questions étaient, d'une façon ou d'une autre, interdites. Et dans son journal, Annie elle-même note, à la date d'une printemps dont elle ne précise pas l'année, qu'un journaliste lui avait demandé si elle était satisfaite de la gestion de ses affaires. Elle écrit « J'ai dit oui, j'ai souri, j'ai répondu ce qu'on attendait que je réponde. Mais en rentrant ce soir-là, j'ai pleuré, parce que je ne savais même pas si c'était vrai. Je ne savais même plus ce que satisfaite voulait dire quand il s'agissait d'argent. » Une femme qui ne sait plus si elle est satisfaite de sa propre vie financière. Une femme qui pleure seule après avoir souri pour les caméras. Une femme dont les larmes et les doutes n'appartiennent qu'aux pages d'une carnet qu'elle cache au fond d'un tiroir. C'est cette femme-là que le public ne connaissait pas. C'est cette femme-là que les pages retrouvées après sa mort révèlent aujourd'hui avec une brutalité douce et déchirante. Et c'est pour cette femme-là que la question qui suit mérite d'être posée sans détour. Si tout le monde savait, si les murmures circulaient, si les pressions existaient, alors qui, au sommet de cette chaîne silencieuse, avait suffisamment d'influence pour maintenir le silence aussi longtemps? Et quel document, aujourd'hui introuvable, portait la preuve de tout ce que l'on cherche encore? Il suffit parfois d'un seul chiffre pour que tout se fonde. Un chiffre que personne n'attendait, que personne n'osait imaginer, parce qu'on croyait connaître la réalité d'une vie, et puis on découvre qu'on ne connaissait qu'un décor soigneusement entretenu. Selon des personnes proches de la succession d'Annie Cordy, le patrimoine retrouvé après sa disparition ne correspondait pas à celui que sa carrière aurait dû générer. Des décennies de galas, de disques, de films, de droits, des millions de spectateurs dans des dizaines de pays, des chansons vendues par centaines de milliers d'exemplaires, parfois par millions. Et pourtant, les contes racontaient une autre histoire. Où était passé l'argent d'une vie entière consacrée au public? Et pourquoi certains documents comptables, aujourd'hui introuvables, rendraient-ils cette question si difficile à trancher? On essaie de comprendre ce que représente, concrètement, 40 ans de carrière au niveau d'Annie Cordy. Non pas en termes abstraits, mais en termes humains. Chaque soir, une salle de plusieurs centaines de places. Chaque semaine,
une ou deux premières dans des villes différentes. Chaque année, plusieurs tournées, des enregistrements, des contrats de publicité, des apparitions télévisées qui se monnayaient au tarif des grandes vedettes. Les droits d'auteur seuls auraient dû constituer une fortune considérable, une fortune capable de traverser les générations, de protéger ses proches, de témoigner de ce qu'elle avait accompli. Mais les droits d'auteur, ce sont des flux, et les flux passent par des tuyaux. Et dans les tuyaux, on peut installer des robinets, discrets, que l'on ouvre légèrement, que l'on referme avant que quiconque ne s'en aperçoive. Ce n'est pas un vol brutal, visible, traçable. C'est une saignée lente, une hémorragie silencieuse qui dure des années avant que la blessure ne devienne irréparable. Et si Annie Cordy n'a jamais compris l'étendue de ce qui lui échappait, c'est précisément parce que personne ne saigne de partout en même temps. On saigne par petites quantités, régulièrement, et l'on continue à vivre, jusqu'au moment où l'on ne peut plus. Dans les milieux proches de la gestion de son patrimoine, certains ont évoqué, selon des témoignages recueillis par des journalistes de la presse spécialisée, des structures financières particulièrement opaques. Des sociétés intercalaires, des comptes dédiés à des frais de gestion dont le détail n'était jamais communiqué à l'artiste. Des honoraires prélevés avant même que le montant du cachet ne soit viré sur son compte principal. Annie signait, Annie recevait une somme. Elle ignorait quelle somme avait transité avant que la sienne arrive. Et la différence, cette différence qui représentait peut-être une part considérable de ce qu'elle aurait dû percevoir, disparaissait dans des mécanismes qu'elle n'avait ni le temps ni les outils pour démêler. Il faut comprendre une chose essentielle sur le monde du spectacle français et belge des années 60, 70 et 80. L'artiste n'était pas un entrepreneur. L'artiste était une figure. Et les figures, on les gère. On leur dit ce qu'elles ont besoin de savoir pour continuer à performer, à rayonner, à remplir les salles. Le reste, la comptabilité, la fiscalité, les structures juridiques, appartient au domaine des spécialistes. Et si l'artiste n'a pas les moyens de contrôler ces spécialistes, elle leur fait confiance. Il n'y a pas d'autre option. Ou plutôt, il y en a une, mais elle implique de douter. Et pour Annie, douter de ceux qu'elle considérait comme sa famille professionnelle était une trahison de son propre code moral. Mais les codes moraux ne remplissent pas les comptes en banque. À un moment de sa vie, dont on ne précise pas la date exacte, Annie Cordy tenta de dresser un bilan personnel de sa situation financière. La réalité qu'elle découvrit l'ébranla profondément, selon les personnes qui lui étaient proches à cette époque. Elle qui avait travaillé sans relâche depuis ses 15 ans, elle qui n'avait jamais refusé un engagement, jamais manqué une représentation, jamais épargné son talent ni son énergie. Où était le fruit de tout ce travail? Et surtout, qui avait cueilli ce fruit, pendant qu'elle regardait ailleurs? La réponse à cette question a un visage que les photographes ont immortalisé des centaines de fois à ses côtés, sur des tapis rouges, à des premières, dans des loges fleuries après les représentations, un visage que le public associait spontanément au bonheur d'Annie, parce que quand elle parlait de lui, ses yeux changeaient. Ils devenaient plus doux, plus vulnérables, moins protégés par l'armure du personnage. Et c'est précisément là que se nichait le paradoxe le plus cruel de toute cette histoire. La personne qui détenait le plus grand pouvoir sur la vie financière d'Annie Cordy était aussi la personne qu'elle aimait le plus profondément. Il y a des trahisons qui ressemblent à des coups de couteau, brusques, visibles, impossibles à nier. Et puis, il y a d'autres formes de trahison, infiniment plus complexes, qui ressemblent davantage à une lente absorption. L'un prend la place de l'autre, progressivement, sans que la victime s'en aperçoive, parce que chaque étape de cette substitution est enveloppée dans quelque chose qui ressemble à de la protection, à de l'amour, à de la bienveillance. Et quand finalement on comprend ce qui s'est passé, on ne sait même plus comment démêler ce qui relevait de l'affection réelle et ce qui relevait du calcul. Parce que parfois, et c'est la vérité la plus difficile à accepter, les deux coexistent dans le même cœur.
Bruno. Ce nom revenait dans tous les récits que ses proches faisaient d'Annie. Son mari, son manager, son grand amour. L'homme qui était entré dans sa vie au début des années 50, alors qu'elle n'était encore qu'une jeune chanteuse belge cherchant ses marques dans un Paris qui ne faisait pas de cadeaux. Il avait 17 ans de plus qu'elle. Il connaissait le milieu, les codes, les pièges. Et il avait choisi de mettre tout ce savoir au service d'Annie. Ou du moins, c'est ainsi qu'Annie l'avait compris pendant des décennies. Mais selon certaines personnes qui les ont côtoyés de près, la réalité de cette relation était plus nuancée, plus ambivalente, plus douloureuse que le tableau idyllique qu'Annie a toujours présenté au monde. Car Bruno ne gérait pas seulement la carrière d'Annie, il gérait sa perception de sa propre carrière. C'est une distinction fondamentale. Gérer une carrière, c'est organiser des concerts, négocier des contrats, planifier des tournées. Mais gérer la perception que quelqu'un a de sa propre carrière, c'est choisir quelles informations lui parviennent, sous quelle forme, à quel moment. C'est construire autour d'elle une réalité filtrée, ajustée, mise en scène, pour qu'elle reste exactement là où l'on souhaite qu'elle soit. Et Annie, selon les témoignages qui émergent aujourd'hui, était une femme qui vivait dans cette réalité filtrée depuis si longtemps qu'elle avait fini par la prendre pour la réalité tout court. Un fait documenté vient éclairer cette dimension de leur relation avec une cruauté particulière. Au tournant des années 60, Annie Cordy reçoit une proposition venue d'Amérique. Une comédie musicale dans les grandes salles du théâtre musical américain. Ou du moins, une opportunité sérieuse de tenter une carrière internationale dans cette direction. Pour une artiste de sa trempe, avec son énergie, son sens du rythme et sa capacité à habiter une scène entière de sa seule présence, c'était une chance que peu d'artistes françaises ou belges ont jamais eue. Cette chance, elle ne l'a pas saisie. Officiellement parce que Bruno n'aimait pas l'Amérique, parce qu'il ne voulait pas s'y installer, et Annie n'est pas discutée. Elle est restée, par amour, dit-elle. Par choix, répète-t-elle dans toutes ses déclarations publiques. Mais aujourd'hui, à la lumière de ce que l'on sait sur la structure de leur relation professionnelle, certains se demandent si ce choix était vraiment le sien, ou si, là encore, la décision avait déjà été prise, avant même qu'on la lui soumette. Une carrière américaine pour Annie aurait signifié de nouveaux agents, de nouveaux contrats, de nouveaux interlocuteurs financiers. Elle aurait signifié peut-être une indépendance progressive que certains n'avaient aucun intérêt à voir se développer. Ce n'est qu'une hypothèse. Mais c'est une hypothèse que les pages du journal, selon ceux qui les ont lues, ne permettent pas d'écarter facilement. Bruno meurt le 9 février 1989. Annie perd en une seule journée son mari, son manager, son confident, et l'homme autour duquel toute l'infrastructure de sa vie professionnelle était organisée depuis près de 40 ans. Le deuil est immense. Mais ce que personne n'a vraiment mesuré à l'époque, c'est ce qu'Annie découvre dans les mois qui suivent, lorsqu'elle se retrouve pour la première fois de sa vie adulte, seule face à ses propres affaires. Seule face aux comptes, seule face aux contrats, seule face à la réalité de ce que 40 ans de travail avaient, ou n'avaient pas, réellement produit. Et cette découverte-là, elle l'écrit dans son journal avec des mots qui, selon les sources, n'ont rien de la légèreté qu'elle affichait en public. Des mots lourds, des mots qui pèsent, des mots écrits la nuit, quand le masque du sourire n'est plus nécessaire. Ce que Bruno savait et n'a jamais dit, ce qu'il a emporté avec lui, restera peut-être à jamais dans l'ombre. Mais la question que ces révélations posent aujourd'hui est d'une intensité rare. Peut-on avoir été à la fois l'amour de la vie de quelqu'un et la source principale de ses tourments financiers? Et si la réponse est oui, comment Annie Cordy a-t-elle pu vivre avec les deux vérités en même temps, pendant si longtemps, sans les nommer? La réponse peut-être se trouve dans la bouche d'une femme dont personne ne connaît le nom. Une femme qui a travaillé dans l'ombre d'Annie Cordy pendant plus de 20 ans, qui lui a porté ses costumes, préparé ses loges, entendu ses silences et vu ce que les caméras ne filmaient jamais. Une femme qui a gardé le silence
par loyauté d'abord, par peur ensuite, et qui aujourd'hui, des décennies après les faits, estime que le temps du silence est révolu. Elle ne souhaite pas que son identité soit rendue publique. C'est son droit, et c'est compréhensible. Mais ce qu'elle décrit, dans des entretiens accordés à des personnes proches de l'enquête journalistique autour de la succession d'Annie Cordy, correspond avec une précision troublante à ce que les pages du journal laissent entrevoir. Et cette concordance entre deux sources indépendantes, l'une écrite de la main même d'Annie, l'autre orale et portée par une témoin directe, donne à ces révélations un poids considérable. On ne peut pas simplement les balayer d'un revers de main. Cette femme, appelons-la simplement la confidente puisqu'elle l'a été, raconte qu'il y avait deux Annie Cordy. Celle d'avant les représentations et celle d'après. Celle d'avant était concentrée, presque froide dans sa préparation. Elle vérifiait ses costumes, réchauffait sa voix, se regardait dans le miroir avec une intensité professionnelle qui n'avait rien à voir avec la vanité. Et celle d'après, une fois les applaudissements éteints, une fois la salle vidée et les coulisses silencieuses, était une femme qui s'asseyait lourdement, qui fermait les yeux et qui parfois ne disait plus rien pendant de longues minutes. Comme si elle avait besoin de récupérer quelque chose qu'elle avait donné en totalité et qu'il lui fallait du temps pour reconstituer. Un soir, la confidente dit avoir entendu une conversation depuis le couloir d'un hôtel, quelque part lors d'une grande tournée dans le sud. La porte de la chambre d'Annie était entr'ouverte. La voix de l'homme qui gérait ses affaires était distincte, assurée, légèrement impatiente, celle d'un homme qui explique quelque chose pour la 100e fois à quelqu'un qu'il juge incapable de comprendre. Annie, elle, posait des questions simples, presque enfantines dans leur formulation, mais qui montraient qu'elle essayait vraiment de comprendre ce qui se passait avec ses revenus. Et à chaque question, la réponse de l'homme se faisait plus vague, plus technique, plus conçue pour éloigner l'interlocutrice du fond du problème plutôt que pour le rapprocher. La confidente dit qu'elle est restée immobile dans le couloir, n'osant pas s'approcher, n'osant pas partir. Et qu'à un moment, la voix d'Annie s'est tue complètement. Plus de questions, juste un silence. Et puis, très doucement, un son qu'elle n'a jamais oublié. Un son qui ressemblait à une capitulation. Comme si Annie avait décidé, encore une fois, de faire confiance plutôt que de comprendre. De croire plutôt que de vérifier. Parce que c'était moins douloureux. Parce que remettre en question cela aurait signifié remettre en question tout le reste. Ce que cette femme décrit n'est pas un crime au sens juridique du terme. C'est quelque chose de plus difficile à nommer, et peut-être de plus difficile encore à supporter. C'est la description d'une emprise. Non pas une emprise violente, non pas une emprise construite sur la peur ou la contrainte physique, mais une emprise intellectuelle et affective, patiemment édifiée au fil des années. Une emprise qui avait fini par convaincre une femme brillante et accomplie qu'elle était fondamentalement incompétente dans l'un des domaines les plus importants de sa propre vie. La confidente évoque également un autre moment, plusieurs années plus tard, après la disparition de Bruno. Dans sa maison de Vallauris, Annie lui aurait confié à voix basse qu'elle avait tenté de mettre de l'ordre dans ses papiers, qu'elle avait ouvert des tiroirs qu'elle n'avait jamais vraiment fouillés, qu'elle avait trouvé des documents dont elle ne comprenait pas le sens, des contrats signés de sa main dont elle n'avait aucun souvenir, et qu'elle avait eu, selon ses propres mots rapportés par la confidente, le sentiment de découvrir une maison dont elle croyait être la propriétaire, de réaliser que les murs lui appartenaient, mais que les fondations avaient été vendues depuis longtemps à quelqu'un d'autre. Cette image d'une maison dont les fondations ont été cédées sans que la propriétaire le sache, c'est peut-être l'image la plus juste pour décrire la situation financière dans laquelle Annie Cordy s'est retrouvée dans la dernière partie de sa vie. La villa de Vallauris était réelle. Les meubles, les souvenirs, les photos accrochées au mur, tout cela était là. Mais ce qui aurait dû exister en dessous de cette surface, les capitaux accumulés, les droits préservés, les placements constitués au fil des décennies, étaient-ils encore là? Et si ce n'était pas le cas, à quel moment les fondations avaient-elles commencé à disparaître? Des personnes proches de l'entourage posthume d'Annie Cordy
ont évoqué dans des termes prudents et sans jamais citer de chiffres précis que la gestion de l'héritage avait représenté ce qu'ils appellent un défi considérable. Que les actifs disponibles ne reflétaient pas ce qu'une carrière de cette ampleur aurait dû logiquement générer et préserver. Et que certains documents qui auraient permis de retracer l'historique complet des flux financiers sur 40 ans étaient, pour des raisons que personne n'a encore pu expliquer de manière satisfaisante, soit incomplets, soit introuvables. L'argent ne disparaît pas, il se déplace, il se transforme. Il change de nom, change de compte, change de juridiction. Mais il laisse des traces, pour peu que quelqu'un ait l'envie, la compétence et les moyens de les chercher. Et c'est peut-être là que réside la prochaine étape de cette histoire. Dans les archives, dans les registres, dans les relevés bancaires, que personne n'a encore eu le courage ou l'autorisation d'examiner à la lumière de ce que le journal d'Annie révèle désormais. Alors, qui aura accès à ces documents? Et qu'est-ce qu'ils diront sur la femme qui a fait rire des millions de personnes, pendant que, dans l'obscurité de sa vie privée, personne ne la faisait sourire vraiment? Les dernières photographies d'Annie sur scène sont troublantes, quand on sait les regarder vraiment. Non pas parce qu'elles montrent une femme diminuée, au contraire. Elles montrent une femme qui continue de sourire, de chanter, de se mouvoir avec une énergie que des artistes 2 fois moins âgés n'auraient pas. Et c'est précisément cela qui trouble. Parce que derrière cette performance de la vitalité, derrière cette façon de nier le temps avec une obstination presque violente, se cachait une réalité physique que ses proches les plus intimes connaissaient, mais que le public ne devait surtout pas voir. Ses médecins savaient, sa nièce savait, et selon des sources proches de son entourage de fin de carrière, certains de ceux qui organisaient encore ces engagements savaient aussi. Mais les engagements continuaient. Les dates s'échaînaient. Le corps d'Annie était mobilisé soir après soir, comme si rien n'avait changé depuis les années 60. Alors la question s'impose avec une brutalité qu'on ne peut plus esquiver. Est-ce qu'Annie continuait à se produire par amour pur de la scène, ou est-ce qu'on a laissé continuer parce que, tant qu'elle chantait, l'argent rentrait? Elle avait banni le mot retraite de son vocabulaire. Elle le disait elle-même dans des interviews, avec ce sourire qui ne vacillait jamais. Je ne sais pas ce que ce mot veut dire. Je chanterai jusqu'au bout. Et le public applaudissait cette déclaration, ému par cette femme qui refusait de vieillir, qui transformait sa longévité en acte de résistance joyeuse contre le temps. Mais ce que le public ne voyait pas, c'est que refuser de s'arrêter peut être un choix ou une nécessité. Et la frontière entre les deux, quand on n'a pas les moyens financiers de s'arrêter, est une frontière que l'on ne franchit jamais vraiment dans le sens de la liberté. Selon des personnes qui ont côtoyé Annie dans les dernières années de sa vie active, elle souffrait. Non pas d'une souffrance spectaculaire, non pas d'une douleur qui aurait imposé l'arrêt immédiat, mais d'une fatigue profonde, d'une fragilité physique croissante, que ses maquilleurs et habilleuses dissimulaient avec un professionnalisme silencieux. Le maquillage de scène était plus épais. Les temps de repos entre les représentations avaient été allongés sans que l'on annonce publiquement pourquoi. Les déplacements étaient organisés avec des précautions qu'on ne prenait pas 10 ans auparavant. Et Annie, elle, avançait. Elle avançait parce qu'elle ne savait pas faire autrement. Parce que s'arrêter pour elle, c'était mourir un peu. Au sens figuré d'abord, puis peut-être au sens littéral, si l'on considère que la scène était le seul espace où elle se sentait pleinement elle-même depuis 70 ans. Mais il y a une autre explication, moins romantique, que les pages du journal laissent entrevoir selon ceux qui les ont consultées. Dans les dernières années de sa vie, Annie Cordy aurait pris conscience, lentement, douloureusement, que l'édifice financier censé la protéger était moins solide qu'elle ne l'avait cru toute sa vie. Et que continuer à travailler n'était pas seulement une passion, c'était aussi une nécessité. Une nécessité née de décennies de gestion opaque, de droits mal préservés, de revenus détournés de leur destination naturelle. Elle chantait pour vivre, au sens le plus littéral et le plus cruel du terme. La villa de Valoris était là, les murs étaient là,
Mais entretenir une propriété, payer une aide à domicile, assurer les frais médicaux qui s'accumulent inexorablement avec l'âge, tout cela coûte. Et quand les réserves constituées par une vie de travail se révèlent moins importantes que prévu, quand les droits d'auteur génèrent moins que ce qu'ils auraient dû générer si les contrats avaient été correctement établis et défendus, on continue à travailler. On continue parce que l'on n'a pas le choix. Et on sourit parce que c'est le seul masque que l'on n'ait jamais vraiment appris à porter. Combien de fois Annie Cordy est-elle montée sur scène dans cet état, épuisée, fragilisée, portée par une volonté qui ne se nourrissait plus seulement d'amour pour la scène, mais aussi de la peur sourde de ce qui attendait si elle s'arrêtait. Et qui, parmi ceux qui avaient organisé ce système, regardait monter cette femme sous les projecteurs en sachant exactement pourquoi elle ne pouvait pas se permettre de descendre. Il y avait eu une visite dont certains membres de l'entourage de Valoris se souviennent encore, avec ce mélange de malaise et de stupéfaction, propre aux témoins du moment dont on ne comprend la portée que des années plus tard. Un homme était venu à la villa, pas une amie, pas un proche, pas quelqu'un que la nièce connaissait. Un homme avec une serviette en cuir marron et une façon de regarder autour de lui qui n'avait rien de la décontraction des visiteurs ordinaires. Il avait demandé à voir Annie seule. La nièce était sortie. Et pendant plus d'une heure, derrière la porte du salon, des voix s'étaient élevées. D'abord calmes, puis plus tendues, puis silencieuses d'un silence qui pesait plus lourd que les mots. Quand la porte s'était rouverte, l'homme était parti rapidement, sans un regard en arrière. Et Annie s'était assise dans le fauteuil près de la fenêtre et n'avait plus bougé pendant longtemps. Le soir de cette visite, selon la nièce, Annie n'avait pas dîné. Elle avait simplement demandé qu'on lui apporte son carnet et un stylo. Et elle avait écrit jusqu'à ce que la lumière du dehors disparaisse. Qui était cet homme? D'où venait-il? Qu'avait-il apporté dans cette serviette en cuir marron qui avait eu le pouvoir de réduire au silence une femme que rien n'avait jamais réduite au silence en 70 ans de carrière? Selon des personnes qui ont enquêté sur les dernières années d'Annie Cordy, cet homme aurait été mandaté par une partie de ceux qui détenaient des documents liés à la gestion de ses droits. Une visite de clarification, c'est le terme feutré qu'on utilise dans ces cas-là. Une visite pour s'assurer que certaines choses resteraient dans le domaine du privé, que certains noms ne sortiraient pas, que certains chiffres ne seraient pas transmis à des tiers susceptibles d'en faire mauvais usage. Ce qui s'est dit dans ce salon, on ne le sait pas avec certitude. Ce qu'on sait, c'est ce qui s'est passé après. Annie a changé. Pas brutalement, pas de façon spectaculaire, mais ceux qui la connaissaient